J'appelle immédiatement Yannick Merpoirol, directeur du patrimoine et de la programmation culturelle du château de Chambord, à la suite, bien entendu, de la grande exposition intitulée L'Utopie, à l'œuvre où l'ombre, l'esprit plutôt de Léonard de Vinci planait. On dit que Léonard de Vinci serait l'architecte secret de ce château magnifique. L'influence du maître italien est manifeste. Rappelons que François Ier lui avait confié à ce génie italien l'opportunité de séjourner à la cour, évidemment. Son influence dans la conception du projet de la construction du château de Chambord est évidente, disent les spécialistes. Mais c'est vous le spécialiste, je vous cède la place. Bien, merci. Alors, je vais commencer par un exercice au fond assez amusant, parce que je vais commencer par déconstruire en fait le titre de cette conférence, puisque déjà le terme avant-garde est évidemment un anachronisme, puisque comme vous le savez, l'avant-garde s'invente à la modernité, c'est-à-dire au XIXe siècle, et la succession des avant-gardes est bien connue dans l'histoire de l'art, donc Léonard ne peut pas être considéré comme un avant-gardiste. Au fond d'ailleurs, si on critique cette fois non plus le mot, mais son sens, il serait à la fois d'arrière-garde de son temps et peut-être quand même un peu d'avant-garde. D'arrière-garde, je vais y revenir parce que en fait sa conception se fonde sur toute une tradition qui remonte à la Bible, en passant par le Moyen-Âge, notamment Saint-Augustin, de son temps parce que, au fond, l'un des génies de Léonard, c'est sans doute de pouvoir capter un certain nombre de choses. Vous l'avez dit, il a croisé, ce qui est normal, vu ses fonctions et ses voyages, la plupart des grands condottieri, et en tout cas des grands seigneurs et mécènes, ce qui est évidemment important pour lui, comme pour tous les artistes de la Renaissance. Il a croisé chez Verrocchio Botticelli, le Pérugin, etc. Il a croisé évidemment Michel-Ange. Et au fond, quand il arrive en France, au Clou Lucé d'Amboise, il amène finalement toute l'Italie avec lui. Et puis on peut aussi peut-être supposer qu'il est un peu d'avant-garde, puisqu'il y a, mais je vais y revenir notamment dans le plan du château de Chambord, quelque chose qui est assez... avant-gardiste peut-être pas, mais en tout cas qui fait penser bizarrement à certaines des conceptions d'un architecte du XXe siècle qui s'appelle Le Corbusier. Après, le deuxième terme, l'utopie, c'était effectivement le terme qu'on avait choisi pour la grande exposition qu'on a réalisée à Chambord l'été dernier, Chambord 1519-2019, l'utopie à l'œuvre, en se fondant sur, au fond, une coïncidence chronologique. Il se trouve qu'au moment où Vinci est appelé à la cour par François Ier et sa mère d'ailleurs, Louise de Savoie, cette année même, en 1516, paraît Utopia, le livre qui invente le mot et le concept. Donc c'est un livre de Thomas More, grands humanistes de l'époque. Il est évidemment impossible que Léonard ait jamais lu et peut-être même entendu parler de Thomas More et de ce terme d'utopie, qui sera d'ailleurs pour la première fois qui intègre la langue, la première occurrence, comme on dit, quand on est cuistre, c'est chez Rabelais, dans le Gargantua, dans la deuxième édition de Gargantua en 1542, donc bien après la mort de Léonard et quasiment 5 ans avant celle de François Ier. Donc Léonard ne peut pas être utopique. Au fond, il faudrait donc peut-être réinterpréter ou reformuler plus exactement le sujet de cette causerie. Ainsi, Léonard est la cité idéale, puisqu'en fait, la question de l'utopie, telle qu'elle s'amorce, telle qu'elle se crée chez Thomas More, appartient, disons les choses comme ça, rapidement, à un courant qui serait celui de la cité idéale, la città ideale, dont je vais parler un petit peu, dans la deuxième partie du Quattrocento, donc dans la deuxième partie du XVe siècle en Italie. Alors, quelles sont les sources de cette cité idéale ? Ça, c'est l'utopie. La première source, c'est une source biblique, qui elle-même est liée très exactement à l'eschatologie chrétienne, donc au dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse de Saint Jean. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, Jean parle d'une cité qui serait donc la cité de la fin des temps, la cité céleste, et qui serait un carré, vous le voyez au centre. Je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, si c'est peut-être ça, je sais pas, non. Bon,
Bon, je ne sais pas le faire marcher, c'est normal. Enfin, en tout cas, le carré au centre, il est assez clair. Et vous voyez des ogives qui sont des portes. Il y en a 3 par côté, donc ça en fait 3 x 4, 12, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres, etc. Toute cette iconographie qu'on retrouve donc dans les enluminures, pardon, à partir en gros du 9e siècle, c'est un peu plus tardif, toute cette iconographie devient typologique, c'est-à-dire que l'ensemble des intellectuels, évidemment des artistes de ces époques-là, connaissent parfaitement ce genre de choses. Et connaissent aussi, vous voyez ici un tableau flamand de la fin du XVe siècle, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais gardez peut-être simplement en mémoire le bâtiment du centre, qui lui est un pentagone, qui est le temple de Salomon. Puisque ça, en fait, c'est une représentation de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, enluminure manuscrit de gauche, apparu ce livre extraordinairement important pour toute la chrétienté, pour tout l'Occident chrétien, qui est la Cité de Dieu, de saint Augustin. Et dans ce livre, entre autres choses, saint Augustin établit le rapport entre la Jérusalem céleste, que vous voyez au-dessus, bien évidemment, avec Dieu en majesté, et la Jérusalem terrestre, celle du dessous. Il est assez évident qu'à l'époque existait déjà une Jérusalem. Jérusalem commençait à devenir ce qu'on appellerait ensuite la ville sainte, mais c'est pour les gens, et notamment pour tous les docteurs de l'Église, à partir de saint Augustin, une manifestation de ce que doit être la bonne cité, c'est-à-dire la cité sur terre, régie par des principes qui sont les principes bibliques, tels qu'établis notamment dans le Nouveau Testament. Et donc, ce rapport entre la cité sublunaire, là j'emploie un terme à dessein qui est un terme d'Aristote, puisque comme vous le savez, Aristote est l'un des grands, avec Platon, est l'un des grands philosophes redécouverts, c'est-à-dire retraduits pendant la Renaissance, et son influence est tout à fait capitale. Et chez Aristote, il y a le monde sublunaire et le monde extralunaire. Cette dichotomie, qu'on pourrait retrouver chez Platon d'une autre manière, mais ce serait le sujet d'une autre conférence, cette dichotomie, elle recoupe, si vous voulez, la dichotomie entre la Jérusalem terrestre, sublunaire, d'ici, sur Terre, où la perfection, comme on le dit, n'est pas de ce monde, mais elle tend à cette perfection qui sera la perfection ultime pour les justes qui vivront dans la Jérusalem céleste, auprès du Père, de Dieu, après leur mort. Toute cette tradition, qui là aussi pourrait faire l'objet d'une très longue conférence, donc je passe, elle croise dans le Moyen-Âge chrétien une autre histoire, ce qu'on appelle exactement une geste, qui est celle de la matière de Bretagne. Vous avez tous entendu parler du roi Arthur. C'est lui qui est représenté avec ses chevaliers de la table ronde. Pourquoi ? Parce qu'ils se réunissent autour d'une table ronde, et vous le voyez dans cette magnifique peinture de la Bibliothèque nationale, ils sont tous à égalité autour de la table. Et donc là, si vous voulez, on arrive avec, si on croise la question de la cité qui doit tendre à être parfaite déjà sur Terre, c'est-à-dire à avoir un bon gouvernement, avec une dimension égalitaire que l'aristocratie même met en place, on a, si je puis dire, les éléments qui vont amener, dans le Quattrocento italien, seconde moitié en tout cas, à cette conception de la cité, de la cité idéale. Alors, quel est l'élément, si je puis dire, l'ingrédient qui nous manque? C'est l'invention de quelqu'un d'important qui est l'architecte. Jusqu'au XVe siècle, en Italie, jusqu'au XVe siècle, l'architecte n'existe pas. Il y a des plans qui sont faits par d'ailleurs différentes personnes. Il y a bien évidemment après des artisans, souvent des artisans de très haut vol, pensez aux cathédrales par exemple. Donc, mais l'architecte ne signe pas ces bâtiments, tout simplement l'architecte n'existe pas. Le premier architecte, c'est Alberti, qui lui-même reprend, d'ailleurs à sa suite, l'ensemble des architectes de la fin du XVe et du début du XVIe reprendront comme référence un grand latin, qui n'est pas un architecte, mais qui a écrit des choses sur la possibilité de construire des monuments. Cet homme, c'est Vitruve. Et Alberti écrit le premier traité d'architecture.
À sa suite, deux très grands architectes que Léonard a fait plus que croiser. Il a été très ami avec le premier et il a croisé... donc le premier c'est lui, Luca Pacioli à gauche, et le second c'est Giorgio Martini. Pourquoi ces gens sont importants? Parce que par exemple, ce que vous voyez à gauche, ce polyèdre, alors je passe sur la question du polyèdre chez Pacioli qui reprend les polyèdres solides de Platon, tout ça est un peu compliqué, mais moi ce qui m'intéresse là c'est ce dessin, parce que ce dessin c'est sur, alors ça c'est pas un manuscrit, c'est le livre imprimé de 1509, le manuscrit lui date de 1498, mais ce manuscrit de 1509 c'est la première fois et pour longtemps qu'on aura un dessin imprimé de Léonard de Vinci. En effet, Léonard croise Pacioli, qui l'initie à la grande science mathématique qu'est la géométrie. Léonard avait déjà un peu plus que des rudiments, mais après avoir croisé Pacioli, il va pendant 2 ans quasiment s'intéresser uniquement, alors c'est pas possible chez Léonard puisqu'il a un esprit en permanence en éveil, mais il va faire beaucoup de géométrie pour 2 raisons. La première, c'est que la mathématique pour lui est la science absolue, c'est-à-dire que si on veut atteindre la vérité, ce qui est la volonté de Léonard par l'expérience, il faut passer par la formalisation mathématique. Et puis la deuxième raison, c'est que ce traité de Pacioli est un traité d'architecture et que Léonard s'était déjà intéressé à la question de l'architecture lorsque il arrive à Milan la première fois. Il va s'intéresser à l'architecture pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va participer à un concours sur le Tiburio, c'est-à-dire sur le fait, si vous voulez, de la cathédrale de Milan. Bon, il ne sera pas retenu. Ce sera évidemment un architecte lombard qui le sera. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il va vivre à Milan pendant cette période qui est la période d'une grande peste à Milan. Et il va s'intéresser beaucoup à la question de l'urbanisme dans une perspective qu'on pourrait dire hygiéniste. Là aussi, c'était un anachronisme, puisque l'hygiénisme date du 19e siècle, mais en tout cas sur la volonté de séparer les flux, non seulement les flux humains, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, si je puis dire, c'est la plèbe, puisqu'on n'est pas très loin du monde de l'Antiquité, et puis au-dessus ce sont les nobles, et puis séparer également les flux mauvais, par exemple les flux des eaux usées, et toute l'obsession véritablement de Léonard, je pense, s'origine à ce moment-là, l'obsession pour les flux, l'eau, l'air, la circulation du sang, et puis la question du mouvement, et notamment du mouvement perpétuel, j'y reviendrai dans un instant. Donc, Luca Pacioli, très important, c'est aussi celui qui, dans ce traité, Pacioli, dit que les 2 éléments essentiels, essentiels au sens presque platonicien, des sens pour l'architecture, sont le cercle et le carré. Léonard va se rappeler beaucoup de cela, et l'autre grand architecte, Francesco Di Giorgio, qui est un architecte siennois, va lui aussi, vous le voyez dans ses dessins de son manuscrit d'architecture, va lui aussi beaucoup s'intéresser à la possibilité de construire des monuments à partir d'une succession, au fond, de cercles et de carrés. Giorgio Martini, Léonard va le croiser. Alors il me semble que c'est à Padoue, mais j'en suis plus très sûr, ou à Pavie, je sais plus. Giorgio Martini va lui donner ce manuscrit, et manuscrit que Léonard va annoter, et on le sait parce que c'est un des 100 et quelques livres qu'on a retrouvés et qui n'ont pas disparu après la mort de Léonard à Amboise, au Clou, en 1519. Ah, pardon, je ne pouvais pas ne pas le montrer, puisque je parle de cercle et de carré. Le fameux homme de Vitruve qui est arrivé in extremis dans les salles du Louvre 3 jours avant le début de l'exposition. Mais ça, c'est l'objet d'une autre discussion sur les relations culturelles internationales. L'homme de Vitruve est évidemment l'archétype de 2 choses. Un, de la proportion humaine, comme proportion parfaite. Ça paraît un peu étonnant pour nous aujourd'hui, mais l'homme étant créature de Dieu, l'architecture elle-même doit se fonder sur les proportions du corps humain
pour construire, pour élaborer, pour dessiner, c'est-à-dire avoir un dessin EIN qui devient un dessin IN, c'est-à-dire la formalisation plastique d'une idée, doit se fonder sur les proportions du corps humain. Et ce corps lui-même, dans l'homme de Vitruve, il est, vous le savez, vous le voyez encore une fois, il jouxte à la fois les arêtes, ou plutôt les côtés du carré et les bords du cercle. Ce passage par les grands traités d'architecture italiens est important puisqu'il aboutit au fond à justement une première formalisation plastique des cités idéales. Vous avez trois, ce qu'on appelle des vedute, des vues de cités idéales dans le monde qui sont absolument sublimes. Celle-ci est sans doute l'une des plus connues, c'est celle d'Urbino, qui a été aussi un haut lieu de l'architecture de la pensée à la Renaissance, à la fin du XVe. Les deux autres sont celles de Berlin et de Washington. Et vous voyez, là aussi on pourrait passer des heures à commenter cette image. Je commenterai simplement deux choses. La première, c'est la question de la symétrie liée à la perspective, c'est-à-dire en fait une fausse symétrie. La Renaissance, par l'invention de la perspective, avant Léonard, bien sûr un peu avant, permet l'invention du faux pour faire plus vrai en peinture, c'est-à-dire la question au fond de ce qui aboutira au rêve des Grecs, c'est-à-dire de la mimesis. Mais vous voyez immédiatement que cette image est construite sur à la fois le cercle avec la coupole, puisque la coupole n'est qu'en fait un moyen de fermer le cercle, et puis évidemment les carrés qui peuvent s'étendre à des figures rectangulaires, notamment sur les fenêtres ou sur les dalles au sol. Vous remarquerez aussi que cette cité est vide d'hommes. Il n'y a jamais d'hommes dans les vedute qui représentent des cités idéales. Patrick Boucheron, qui est un très grand historien spécialiste de la période, prof au Collège de France, a écrit un très bel article auquel je vous renvoie là-dessus. Il y a, je pense, en tout cas de ma part, rien à ajouter à ce qu'il dit comme formalisation d'une cité qui, au fond, est une cité vide d'hommes. En tout cas, ces représentations-là, Léonard les a vues, il les a méditées, et il les a méditées aussi à partir d'un quatrième traité que je n'ai pas encore évoqué, de la Renaissance, qui est celui du Philaret, qui est un traité tout à fait étonnant, puisque c'est un traité d'architecture qui s'appelle Le Prince et l'Architecte, et en fait c'est un traité qui est un dialogue entre un prince et un architecte qui est Philaret lui-même. Alors évidemment, c'est la grande tradition des dialogues platoniciens, mais surtout ce qui est encore plus saisissant, c'est que au fond, l'architecture s'invente dans le dialogue entre le politique, le prince, et la praxis, qui est celle conceptuelle de l'architecte. C'est-à-dire que dès le départ, l'architecture, et même un peu plus loin l'urbanisme, est saisie comme une possibilité de bon gouvernement. C'est-à-dire que l'architecte, lorsqu'il s'invente, la figure de l'architecte, s'enracine dans cette question de la cité idéale et du bon gouvernement, c'est-à-dire faire une bonne, belle cité avec de bonnes proportions, c'est le gage, sans doute même la condition d'un bon gouvernement, c'est-à-dire d'une vie bonne des citoyens. De sorte que ce dialogue entre le prince et l'architecte n'est pas tout à fait, comme on le croit habituellement, un dialogue simplement entre le mécène et celui qui va réaliser ses vœux, mais c'est aussi et peut-être surtout un dialogue fécond qui a pour objet un bon gouvernement, c'est-à-dire la possibilité, au fond, d'une forme de Jérusalem terrestre qui deviendra laïque, qui évidemment ne l'est pas à l'époque. Et lorsque vous voyez ce dessin de coupole, ces carrés et ces cercles, vous voyez qu'on est très très proche d'un dessin qui ici pourrait être de Giorgio Martini, dans le traité que je viens d'énoncer, mais en fait ce dessin est de Léonard de Vinci. Vous pouvez d'ailleurs le voir au Louvre en ce moment, dans la grande pièce dans laquelle il y a tous les dessins, et vous voyez bien sûr la coupole double avec une sorte de temple qui, je pense, vous rappelle vaguement le temple de Salomon qu'on a vu sur le tableau flamand au début de cette causerie, et puis ce cercle, plus exactement d'ailleurs ce cercle quadruple au bas de l'image, qui lui-même soutient différents carrés. C'est un dessin en plus, c'est intéressant, qui est assez tardif dans... Alors vous savez que c'est compliqué de donner des dates précises au dessin de Léonard, mais enfin celui-là c'est 1507-1508, donc au moment où effectivement il est chez Charles d'Amboise, et où Charles d'Amboise lui demande d'ailleurs de construire pour lui
une villa qui restera simplement un plan parce que Charles d'Amboise ensuite est vaincu, enfin les Français sont vaincus et les Lombards reprennent Milan. Mais en tout cas, lorsque vous voyez ce dessin-ci et celui-là, ça c'est le plan du château de Chambord, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'analogies ou de choses qui sont assez proches. Alors, je m'empresse de dire que à l'époque de François Ier lui-même, simplement le donjon, donc justement la partie carrée au centre, flanquée des 4 tours en coupole, sera achevé. Ça, c'est achevé en 1539 pour la venue de l'excellent Charles Quint, puisque vous savez qu'ils étaient très très amis, Charles Quint et François Ier, puisque Charles Quint l'avait notamment emprisonné quelques années à Madrid après la défaite de Pavie, mais là, en 1539, de l'eau avait coulé un petit peu sous les ponts. Donc vous voyez que quand on prend ce qu'on appelle nous le donjon, donc cette partie carrée centrale du château de Chambord, on voit que ce n'est rien d'autre qu'une combinaison de cercles et de carrés. Exactement comme le recommandait Pacioli, l'ami de Léonard, maître en géométrie. Cette question du cercle et du carré, elle a d'ailleurs beaucoup occupé Léonard, puisque vous savez peut-être qu'il a tenté des années et des années de résoudre cette fameuse question de la quadrature du cercle. Donc comme je m'exprime devant d'éminents scientifiques, je ne vais pas... enfin en tout cas c'est une question de surface du carré et du cercle qui pourrait être la même. Au fond, Léonard, après avoir passé des années, ça c'est un des multiples feuillets du Codex Atlanticus sur lequel il essaye de travailler sur cette question, avec là aussi la question des lunules, etc. Il va finalement renoncer et je crois que ce n'est qu'au XIXe siècle d'ailleurs qu'un mathématicien, enfin un géomètre, affirmera qu'en fait dans la géométrie telle que Léonard la pratique, c'est-à-dire la géométrie grecque euclidienne, il n'est pas possible de résoudre la quadrature du cercle. Donc, si Léonard a échoué, c'est parce qu'en fait, il est simplement impossible dans ce système de réussir. Toutes les inventions de Léonard ne sont pas vouées à un échec cuisant, certaines, mais par exemple, il y a aussi quelques très beaux dessins au Louvre à ce propos, des dessins d'arbres. C'est assez fascinant de voir que à partir de l'observation et donc ensuite dans sa formalisation dans le dessin, Léonard a pu donner les lois, par exemple très précises de développement des arbres, des végétaux, notamment des arbres, qui seront confirmés 4 siècles plus tard. Enfin bon, là on s'éloigne un petit peu de notre sujet. Pour commencer à parler un petit peu, parce que j'ai déjà sans doute débordé, de Chambord, du cas Chambord, mais j'étais obligé de faire toute cette longue introduction. Encore peut-être une petite chose, le plan en croix grecque. Alors, je vais revenir au plan de Chambord. Vous voyez que ici, on a un plan en croix grecque avec le fameux escalier dont je reparlerai en fin de course. La plupart des églises ont été construites sur la croix latine, donc avec une jambe plus importante que voilà. La croix grecque, c'est une croix où les deux segments s'entrecroisent, exactement en leur milieu. Or, cette pratique de l'architecture en croix grecque n'est pas neuve. En fait, elle vient d'Italie, mais de l'Italie classique. Vous avez ici le Panthéon à Rome, qui est un monument en croix grecque. Il se trouve qu'ensuite, comme vous savez, l'Empire romain d'Occident est voué aux barbares, mais que un certain nombre de Romains, et notamment d'intellectuels, de savants, etc., se réfugient à Byzance. Et ici, vous avez un plan de Sainte-Sophie qui, dans sa partie centrale, est aussi construite sur un plan en croix grecque inscrite. Or, en 1453, les Ottomans, le Grand Turc, prend Byzance, qui devient Constantinople, donc ses héritiers, ses successeurs des Romains de l'époque antique, retournent à Rome, pour ne pas vivre sous le joug de l'infidèle. Et curieusement, Saint-Pierre de Rome, 1505, est construite sur un plan en croix grecque. C'est intéressant parce que celui qui, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques minutes, j'ai parlé de l'invention de l'architecte. L'un des premiers à signer un très grand bâtiment, c'est Bramante, en 1505, architecte
de Saint-Pierre de Rome, et il se trouve que Bramante est un ami de Léonard de Vinci, et que Léonard de Vinci a vu, lors d'un premier séjour à Rome, la construction, le chantier de la construction de la basilique Saint-Pierre. Et lorsqu'il arrive donc en 1516 à Amboise. Alors, on n'est pas très sûr il n'y a pas beaucoup de traces de conversation et même d'ailleurs de croisement entre le roi François et Léonard de Vinci. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils se croisent, ça c'est sûr, en 1518, et que avant cela, sans doute en 1517, effectivement, vous l'avez rappelé, François Ier demande à Léonard, François Ier et sa mère, Louise de Savoie, qui n'est jamais très loin, demande à Léonard le plan d'une cité idéale qui serait celle de Romorantin. Il y a en fait simplement deux dessins avérés de plans de cette cité. Celui-ci c'en est un qui doit être dans le Codex Arundel, je crois. Alors c'est pas très visible, je m'en excuse, mais dans le coin inférieur gauche, vous voyez un certain nombre d'éléments qui sont des éléments justement d'un premier plan possible d'une partie de cette cité idéale qu'aurait pu être Romorantin. Romorantin, le chantier n'aura jamais lieu, il y a quelques fondations, quelques voies d'écoulement aussi peut-être, qu'on aurait peut-être retrouvées. Et l'une des raisons qu'on avance, sans en être sûr, mais c'est que précisément le chantier de Romorantin vient d'être supplanté dans l'esprit de François Ier par un autre chantier qui est celui de Chambord. Or, si je reviens juste avant sur la question de la croix grecque, parce qu'elle a son importance, ça, ce sont des dessins magnifiques d'ailleurs d'églises, ou des plans ou des élévations de Léonard qu'on trouve quasiment tous dans le manuscrit B, c'est-à-dire autour de 1490. Et vous remarquez, là j'en ai pris un, il y en a un deuxième ici, vous remarquez que tous les plans d'église, notamment les plans, les élévations. Sur les élévations, c'est plus difficile à voir, mais sur les élévations, vous voyez les coupoles, bien sûr, mais sur les plans, vous voyez que tous ces plans sont en croix grecque. Pourquoi ? Parce que, donc, dans la seconde partie du Quattrocento, les Italiens vont construire quasiment toutes leurs églises sur ce plan en croix grecque. Pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite. Et vous avez vu que Chambord sera construit sur un plan en croix grecque. Et donc là, on arrive à ce moment crucial, terrible, d'une tension dans l'assistance qui commence à devenir palpable sur la question du rapport direct ou pas de Léonard avec Chambord. Alors on a souvent donné ce dessin comme un élément de preuve de l'influence de Léonard à Chambord. C'est le fameux escalier. Alors celui-ci, il n'est pas à double révolution, il est à double rampe. Pour une fois, d'ailleurs, Léonard écrit dans le bon sens. Et d'ailleurs, on voit très bien l'escalade de Dobe del Castillo, l'escalier double du château. C'est assez amusant, parce que, en fait, si je prends les deux pages, l'une en face de l'autre, vous voyez donc cet escalier à gauche, et vous voyez cette vis à droite. La question des vis, notamment des vis sans fin, a toujours fasciné Léonard. C'est la question du mouvement perpétuel. Et au fond, si vous jointez, si vous faites passer la spirale sur l'escalier, vous avez quelque chose qui effectivement devient assez troublant. On n'est pas très très loin de l'escalier à double révolution du château de Chambord. Si vous prenez également ce dessin, beaucoup moins connu, que je viens en fait de voir au Louvre, et j'avoue que j'en étais assez étonné, parce que je n'ai jamais vu ce dessin-là. C'est un dessin conservé au Louvre. Vous voyez ici, donc en coin supérieur droit, un escalier à double, voire triple rampe, et puis un dessin rapide, un croquis d'une enceinte qui serait elle-même sans doute d'ailleurs carrée, avec des tours sur au moins deux tours, plus cet élément central qui est un peu comme l'élément central de la lanterne de Chambord. Ici, enfin, dernier dessin tout à fait troublant, qui vient de lui de l'Atlanticus, le dessin d'une enceinte carrée, d'ailleurs carrée dans le carré, qui reprend, si vous en rappelez, les dessins qu'on avait vus chez Giorgio Martini, ami de Léonard à qui il a donné son manuscrit, etc. Et ce plan ici, à gauche, pardon, vous avouerez qu'il est quand même pas très très éloigné de ça. Donc, ça signifie qu'en tout cas, il y a une sorte de forme typologique qui habite Léonard, et que Léonard vient en France en 1516, qu'il est passé 3 dernières années de sa vie avec ces formes-là. Et pour finir, je voudrais
simplement donner une hypothèse qui est dans le faisceau disons non de preuves, mais de conjonctions comme ça, est tout à fait intéressante. Vous avez ici un plan de Chambord recopié par un historien qui s'appelle Félibien au XVIIe siècle, un siècle après la construction du château. Ces plans ont disparu depuis, etc. Bon. Vous voyez que sur ce plan, l'escalier n'est pas du tout au centre de cette croix grecque, mais qu'il est dans la partie inférieure, là. Vous voyez cette double rampe ici. Elle est donc pas au centre du monument. Or, le truc, c'est que si vous avez un escalier aussi important que l'escalier à double révolution de Chambord, important en termes de masse aussi, non pas de poids, mais de volume, si vous le mettez au centre, à ce moment-là, votre château se dilate, nécessairement. Vous avez en rouge ici, alors je ne sais pas si c'est très visible, le plan de Félibien, et surimposé en noir le plan de l'actuel donjon tel qu'il existait en fait en 1539. Il faut la citer évidemment, je reprends cette hypothèse d'une chercheuse italienne qui s'appelle Flaminia Bardati, et c'est une hypothèse que je trouve tout à fait séduisante parce que ça signifie qu'on a poussé à Chambord la logique du plan centré jusqu'au bout. Et qu'en la poussant jusqu'au bout et en mettant cet escalier double révolution au centre du monument, vous avez un monument qui se dilate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez d'un monument finalement de taille modeste, en tout cas pour un roi, ça va, c'est-à-dire que c'est un relais de chasse, comme d'ailleurs François Ier en fera construire ensuite, à Boulogne, le château de Madrid, le château de la Muette, etc. Donc un lieu qui est un lieu habitable, qui a une fonction humaine, habité. Et vous passez à ceci qui est un lieu disproportionné, qui est un lieu monumental, qui est au fond sans doute une approche de la cité idéale, vide d'hommes, comme on l'a vu sur la Vedute d'Urbino. Et au fond, l'escalier double révolution, il existe avant, en France, en Italie. Ce qui n'existe pas, c'est d'avoir un escalier aussi imposant à l'intérieur du monument. Et d'ailleurs, je vous engage à venir ou revenir à Chambord, lorsque vous arrivez devant le donjon, vous ne voyez pas l'escalier. L'escalier est totalement masqué. Alors il y a un aspect évidemment théâtral quand on entre à l'intérieur, etc. Mais c'est aussi le fait de pousser jusqu'au bout une logique architecturale qui en fait correspond in fine à une vision de la cité idéale. Et ça, on peut penser que c'est l'influence décisive de Léonard. Non pas de dessiner finalement cet escalier, puisque vous savez les escaliers à double révolution, ça existe, c'est une architecture militaire romaine en fait, mais de le placer au centre et d'aboutir à ce palais au milieu de nulle part, au milieu des marécages. Chambord, c'est alors plus aujourd'hui, rassurez-vous, mais à l'époque, il aurait pu prendre la malaria, et d'aboutir à cela. Ce qui signifie donc, et je conclurai là-dessus, que l'apport de Léonard, c'est un apport qui est au fond très renaissant, c'est-à-dire d'une forme de cosmogonie qui fait que dans cet axe central de l'escalier se joue l'inscription du monument comme passage entre les hommes et Dieu, entre, d'une certaine manière, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Il s'agit aussi pour lui, Léonard, peut-être, dans ce premier Chambord, le concept de Chambord, en tout cas, d'inscrire dans la pierre, c'est-à-dire dans le réel, l'ajointement du carré et du cercle. Et enfin, il s'agit aussi, et ça je pense que c'est une des grandes obsessions de Léonard, d'inscrire le mouvement dans l'immobilité.